Bien, bonsoir Virginie. J'étais très content d'avoir à présenter votre livre. J'ai un peu travaillé dessus, pas trop. Alors, donc le titre c'est Figure criminelle de la perversion féminine. C'est un livre qui est sorti au mois de mars, mais qui a été écrit longuement. Je crois que c'est issu d'un travail de doctorat que vous avez fait. C'est ma thèse. Plusieurs années. D'ailleurs, moi j'avais eu l'occasion de vous entendre dans un séminaire, celui de Claire Gilly. Claire Gilly, mais il y a déjà plusieurs années qu'on avait fait un séminaire précisément sur la perversion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce titre? Ça nous dit, ça nous parle de perversion féminine. Ah bon, y a-t-il une perversion féminine spécifiquement? Une perversion qui trouverait, dans certains cas, un débouché, une figuration, vous dites, dans des crimes d'infanticide, d'inceste, d'actes de barbarie. Et puis vous présentez 6 cas de femmes que vous avez rencontrées alors qu'elles étaient en détention ou venaient d'être libérées au sortir de leur peine. Pour éclairer les ressorts psychiques de ces passages à l'acte, vous vous appuyez sur une abondante littérature psychanalytique. Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux auteurs qui se sont affrontés à cette question, à l'énigme du crime pervers ou de la femme criminelle. C'est que la criminologie est un terrain privilégié d'études pour la psychopathologie comme pour la psychiatrie. Alors les crimes dont il s'agit sont des actes sévèrement réprimés par la loi, bien sûr, mais aussi par la morale publique. L'éventail de ce qu'on peut désigner comme crime pervers a évolué avec le temps. Avant le XVe ou XVIe siècle, l'infanticide, c'était quand même monnaie courante. Le nombre d'enfants morts avant très bas âge à la suite d'infanticide, les enfants n'étaient pas gardés par leurs parents, etc. Enfin, bref, tout ça, c'était tout à fait autre chose. Donc, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup évolué dans le temps. Ça a évolué avec les structures sociales, avec les changements progressifs dans le symbolique. De même, et vous le soulignez, tous les crimes ne ressortent pas de la qualification pervers. Alors les cas à partir desquels vous interrogez la pertinence d'une disposition criminelle perverse, spécifique à la femme, sont principalement, pas tous, des cas de mères à l'égard de leurs enfants, ou de l'enfant d'un conjoint, commis directement ou comme complice d'un homme. 2 cas sur les 6 sont exception. Il s'agit de jeunes filles ou d'adolescentes jouant le scénario de l'attraction fatale ou de la cruauté en groupe, presque gratuite. On a donc affaire à des cas de passage à l'acte dans le cadre de couples pervers, de folie à 2 ou dans des cas de groupe. Les autres exemples de la littérature ou de l'actualité que vous convoquez peuvent présenter une étroite analogie. C'est le cas des sœurs Papin. C'est le cas de Michel Martin, l'épouse de Marc Dutroux, ou de Monique Olivier, la femme de Fourniret. Elles s'en distinguent aussi, comme le cas d'Aimée, de Médée ou de Madeleine, la femme de Gilles. Je ne reprends pas l'exposé de ces cas. On aura sûrement l'occasion de les évoquer comme exemple au fur et à mesure de la discussion. J'en viens directement à votre conclusion, puisque au début la question c'est, y a-t-il une perversion spécifiquement féminine? La conclusion se résume ainsi, la femme perverse n'existe pas, il y a différentes déclinaisons subjectives de la perversion chez la femme, il convient de parler de perversion féminine au pluriel. C'est simple, c'est clair, c'est net. Alors c'est ce point que je vous propose d'abord de discuter. La femme n'échappe pas à la perversion, en tant que la perversion signe le déni de la castration maternelle. Cependant, vous arrivez très vite à l'hypothèse de la prévalence d'un impossible, celui de la séparation de la fille par rapport à une imago maternelle particulièrement ravageante. Face à la puissance de cet imago, aucun fantasme matricide n'a pu être constitué. La haine préoedipienne de la fille à la mère n'a pas pu être symbolisée. Vous trouvez fréquemment dans le discours de vos patients des indices de l'aliénation à cet autre ravageur.
Par exemple, dans le cas de Mélanie, assujettie à une mère dont la haine pour sa fille est visible en détention pendant le traitement, avec l'impossibilité de l'attaquer directement. Dans le cas de Barbara, cette mère qui livrait sa propre fille à son amant pour faire la viol et qui lui tenait la main pendant l'acte pour la soutenir, vous pointez la complicité incestueuse mère-fille, mère de Barbara, engagée dès l'enfance. Et il y a aussi le cas d'Hélène, confrontée à l'énigme de l'abandon dans son enfance, identifiée à sa mère par la ressemblance physique d'un surpoids important, traduisant le fantasme d'un corps pour deux. Un corps pour deux. Dans tous les cas, le choix d'un compagnon traduit le besoin de poursuivre l'assujettissement à la mère toute-puissante. La défense avancée par ces femmes, consistant à se déclarer victime des agissements et de l'emprise de l'homme, masque mal une position active dans le déclenchement des scénarios pervers. Vous dites, le choix d'objet amoureux est décisif. Faute d'être le phallus qui manque à la mère, il ne reste que d'être la femme qui manque à l'homme. Ça, c'est le côté pervers de la photographie. Ainsi, vous en arrivez logiquement à la question de l'impossible sublimation de l'imago maternel et à la solution de cette impasse dans le crime perpétré sur l'enfant comme un meurtre de la mère en soi. Le meurtre de la mère en soi serait le passage à l'acte dans le réel d'un fantasme matricide impossible à dépasser. Ici, la préservation de l'imago maternel a un prix exorbitant. C'est le sacrifice d'un autre ou de soi-même comme mère. Mais n'est-ce pas là précisément ce qui signerait une perversion spécifiquement féminine? Si le déni de la castration maternelle et partant de la différence des sexes signe la structure perverse, l'impossible de la constitution d'un fantasme matricide signerait la position spécifiquement féminine dans la structure perverse. Cela ne ferait-il pas exister la femme perverse, au contraire de votre conclusion? Plus précisément, cela ferait-il exister la figure criminelle de la perversion féminine? Peut-être aussi faut-il qu'il n'y ait pas de père pour faire obstacle au ravage maternel et offrir une issue à l'angoisse devant la séparation et au ressentiment face à la castration. C'est probablement plus que cela. Vous dites en effet qu'il y a dans la passion amoureuse un certain rapport à la mort, ce qui vaut dans la passion de l'assujettissement à l'imago maternel. En amont, un premier meurtre avait eu lieu. Ce meurtre a concerné l'enfant, victime d'un inceste réel ou psychique. Est-ce qu'il n'y a pas la complicité du père, active ou passive, peu importe? Est-ce que ces deux éléments suffisent? Ou bien faut-il en ajouter un troisième? Ce serait le choix d'un partenaire masculin. Masculin lui-même pervers. En conclusion de ce premier thème, je me dis que derrière ce que vous indiquez comme impossibilité d'un fantasme matricide, je vois la perversion maternelle elle-même, celle qui empêche la fille de se séparer, celle qui refuse de se séparer de sa fille, rejouant sans cesse la confusion des langues dont parle Freud. Vous l'évoquez à propos du cas de Manu. L'inceste réel, ou tout aussi bien psychique, mis en acte par la mère sur la fille, dénié par le père ou le tiers, est ce meurtre préalable que la fille reproduit dans le crime sur son mère. Qu'est-ce qui s'est passé psychiquement chez la fille criminelle lors de la conception et de la mise au monde de cet enfant destiné à être l'objet de la répétition du meurtre? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Donc voilà le premier thème et ma première question. Et le deuxième point que je vous propose concerne la pratique clinique de ces cas dans le cadre spécifique de la détention. Vous soulignez comment la clinicienne que vous êtes peut se trouver mise en échec, en état de sidération, face à la violence
sous-jacente le plus souvent, parfois pas, et au gel des affects. La froideur glaçante des récits des actes peut être une défense contre le risque d'effondrement. Elle peut aussi signer une cruauté implacable qui vise l'altérité elle-même. La projection sur le thérapeute est là pour faire obstacle à la relation thérapeutique. Le risque est le rejet de la part du thérapeute en réaction à l'effroi. Or, il faut pouvoir écouter et entendre ce qui se joue pour ces femmes, ne pas les réduire à leur crime. Il faut pouvoir interroger le statut de l'infantile et ses destins meurtriers aliénés. Ce qui renvoie à la première question que je vous ai posée. Or, comme vous le soulignez, la dépendance physique, voire l'infantilisation inhérente à l'incarcération, peut venir réactualiser la relation de ces femmes à leur propre mère. Et l'anonymat, lié à la perte du nom propre, peut avoir des effets désubjectivants, pouvant entraîner le renoncement à une parole vraie. Alors comment préserver un espace au sujet pour retrouver une capacité de pensée et de parole? Comment penser les effets de la situation carcérale avec la pluralité des intervenants et des registres? Il y a notamment un papier de Claude Ballier, très intéressant. Oui, j'en parlerai. Vous en parlez. Comment utiliser les modalités particulières des transferts en jeu? Y a-t-il une demande? On sait que dans la plupart des cas, le sujet pervers n'exprime pas de véritable demande. Il s'agit de redonner la vie là où il n'y en a pas, de réintroduire de l'altérité. Par exemple, vous dites en nommant l'enfant réel pour essayer de faire tomber la jouissance du lien incestueux et mortifère. Claude Ballier, justement, définit ainsi le but de la cure, les accompagner jusqu'au partage affectif, dans l'acceptation de la perte de possession totale de la mère, en vivant la menace d'un effondrement du moi et en supportant le travail de deux. Voilà, toutes ces questions sont au cœur de l'intérêt que nous avons ensemble porté à votre travail. En vous rendant la parole, je tiens à vous remercier pour l'importance de cette contribution. Merci. Merci. Je vois que c'est beaucoup travaillé quand même. Les questions sont très riches. Peut-être pour reprendre aussi avec Délia ce qu'elle a pu dire au tout début, comment on arrive à traverser ces moments aussi complexes dans la cure. Alors moi je suis partie de ma pratique clinique en milieu carcéral, donc auprès de femmes condamnées essentiellement pour des faits criminels et plus spécialement donc pour des faits de violence sexuelle sur leur enfant. Et c'est vrai qu'il y a un auteur en particulier qui a travaillé la question du soin en détention, c'est Claude Ballier, qui est un psychanalyste, psychiatre qui a travaillé, voilà, il était responsable d'une unité de SMPR, un service médico-psychologique régional en détention. Et donc il a aussi... À Vars, tout à fait, à côté de Grenoble. Et il a parlé de tiercéité, c'est-à-dire que c'est toute une équipe qui prend en charge ses patients. On ne travaille jamais seul. Parce que c'est vrai que dans une relation, on va dire, duel avec ses patientes, c'est compliqué de s'en sortir indemne. Et le risque, c'est soit de les rejeter, ce que j'ai pu dire, c'est soit aussi de ne pas vouloir entendre la part de haine et de cruauté aussi dans leur discours. Ce qui m'a beaucoup intéressé, le point de départ en fait, parce que c'est l'objet de ma thèse, c'était pourquoi la perversion chez la femme était à ce point niée, et c'était vraiment un point de controverse. Donc moi, tout de suite, ça m'a intéressé. C'était l'objet de ma thèse, donc il fallait justement discuter, réfléchir à qu'est-ce que c'est déjà que la perversion. Et puis aussi l'articuler à la question, alors moi je pose d'emblée à la question du devenir femme. Puisqu'il est évident pour moi qu'on ne peut pas du tout aborder la question de la perversion chez l'homme comme on le ferait avec la perversion chez la femme. Il ne faut pas l'aborder de façon symétrique, sinon on est vraiment dans une impasse. Donc je suis partie déjà sur des textes qui sont connus, mais que finalement, parfois on oublie de relire de temps en temps, les textes de Freud sur la sexualité féminine.
Et là, il y a une phrase clé pour moi qui va être vraiment le fil rouge de mon livre. Il écrit qu'on ne peut pas comprendre la femme si on néglige la phase préoedipienne à la mère, cette phase d'attachement intense et exclusive à la mère. Et ça, c'est vraiment, je me suis dit, mais vraiment, ça parle de ma clinique. Parce que les femmes que je reçois, aujourd'hui, je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse, on n'en est pas encore dans le DIP. Donc, on n'en est pas encore, alors la place du père, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est plutôt dans effectivement des vécus beaucoup plus archaïques. Et la question de la mère, d'une imago très cruelle de la mère, apparaissait en fait dans leur discours, mais était souvent banalisée. Moi, c'est vraiment leur récit qui m'a fait poser cette question de leur rapport à la perversion. Et pourquoi j'ai écrit à la fin la conclusion « La femme perverse n'existe pas ». C'était un petit clin d'œil en disant la femme n'existe pas. C'est-à-dire que ce clin d'œil-là, c'est pour dire qu'il faut faire attention à penser les différentes situations pour dire peut-être dans ce rapport à la perversion, qu'est-ce qui se joue comme conflit pour chacune d'entre elles. Alors parfois, je pouvais le dire avec une mère qui a tué sa fille avec son compagnon. Sans doute, il s'agissait plutôt d'une issue mélancolique et que la passion amoureuse était un rempart face à un effondrement mélancolique. Donc j'ai évidemment décliné différentes situations cliniques. C'est pas exhaustif de ce que ça peut être la perversion féminine. Et surtout, je ne me suis pas arrêtée à leur passage à l'acte. Parce que la perversion ne se réduit pas aux actes, ni au comportement. Et c'est vraiment la question du discours dans la perversion qui, au fur et à mesure, m'a vraiment permis de comprendre ce qui se jouait lors des entretiens avec ces femmes. Parce que, évidemment, j'en étais parfois très retournée en sortant, pas forcément pendant le temps de la séance. Et c'est parfois, d'ailleurs, j'en parle souvent, c'est quand... Alors, il faut savoir que j'étais très, très jeune clinicienne à l'époque, ça remonte à 10 ans, le début de ma recherche. Et je me souviens être ressortie, c'était un entretien avec une jeune adolescente dont je parle. Et en fait, elle me décrit le crime horrible avec des humiliations, des sévices, vraiment une très forte barbarie à l'encontre d'un homme qu'elle avait séquestré avec 2 autres copines. Et donc, elle me décrit ça d'une façon très détachée, comme si c'était un quotidien très ordinaire. Et je me souviens d'être sortie de la maison d'arrêt avec, en plus, il y avait une sorte de brouillard. Je sors de la maison d'arrêt et je suis saisie un peu par l'effroi de l'environnement. Je me dis, c'est incroyable. C'était tout ce qui n'avait pas pu, être éprouvé par cette femme, par cette jeune femme, dans son récit. Donc l'horreur, l'effroi. C'était moi qui devais traverser ça. Ça a été mon questionnement. Dans le brouillard, en plus. Et j'étais dans le brouillard. Alors, comment on sort du brouillard ? C'est vrai que c'est un travail à nouveau. J'ai longtemps travaillé avec un psychologue de la maison d'arrêt qui a travaillé 30 ans en maison d'arrêt. Et c'est grâce aussi à ce travail constant d'échange, en supervision évidemment, qu'on arrive aussi à traverser... je me souviens en supervision d'équipe à la PJJ, Florian Houssier qui nous fait la supervision, qui est psychanalyste et membre de la SPF. Il m'avait dit au sujet d'une jeune fille, dont je ne parle pas là, mais qui est une jeune fille radicalisée, qui était beaucoup dans des questions de haine et d'attaque vis-à-vis de moi. Il faut traverser le négatif. Alors comment on fait ? Et c'est vrai que si je ne leur laissais pas la possibilité d'exprimer toute cette haine, évidemment, on allait passer à côté du travail autour de leur propre conflit. Et donc, voilà, la question, alors, je ne sais pas où je vais, dans une autre question peut-être, je ne sais pas, vous voulez que je parle un petit peu plus de... Je suis libre alors. Totalement. Oui. Si vous ne répondez pas à mes questions, je la poserai. D'accord, très bien, très bien. J'essaie de suivre le fil. Alors du coup... oui, les vœux de mort inconscients aussi de leur propre mère, parce que c'était des patients qui pouvaient être interpellés depuis leur enfance par des phrases qui revenaient régulièrement dans la bouche de leur mère. Donc Barbara, par exemple, c'était
une femme qui avait connu enfant le décès tragique d'un de ses frères. Il y avait eu un accident de voiture, elle était dans la voiture, le père conduisait et donc son jeune frère va mourir. Et en fait, sa mère va lui dire j'aurais préféré que ça soit toi qui meurs à sa place. Et ça revenait très régulièrement dans les entretiens. Une petite phrase là, une petite musique, on va dire. Voilà. Et effectivement, je disais la haine au cœur de l'inceste maternel, parce qu'il était beaucoup plus question de destruction que finalement d'une jouissance sexuelle. Mais en tout cas, elle cherchait à détruire sa fille et elle s'était servie de son compagnon pour assurer, en tout cas, on pourrait dire comme le père le fait, hein, c'est-à-dire assurer la jouissance de l'autre et produire aussi la jouissance de l'autre. Donc, je parle beaucoup aussi de la question de la complicité. Hein. Moi, ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit, oui, elles se disent soumises, elles se disent contraintes, forcées d'agir, mais comme vous disiez, elles pouvaient dire à un côté, je faisais ça pour soutenir ma fille. Elle tenait la main pendant le viol sa fille et c'était une manière, disait-elle, de soutenir sa fille. Non, évidemment qu'elle en... On pourrait dire que c'était un inceste du troisième type. Peut-être. Mais en tout cas, bien sûr qu'elle en retirait une jouissance. Hein. Mais ce qui était le plus, justement, dans la perversion, hein, la question du défi à l'autre, hein, le fait qu'il y a ce moment où elle cherche à nous rendre complices. Hein. Massoud Khan, il parle de technique d'intimité. Et c'est vrai que ça, on le repère assez rapidement. La personne essaie, je n'en ai parlé jamais à personne, mais à vous, je vais vous le dire. Et il y a comme ça cette façon de vous embarquer dans leur discours pour nous rendre complices forcés, en fait, de leurs agissements. Et le plus difficile, c'était de ne pas, j'allais dire, les attaquer. Parce que face à ça, on a envie de réagir. On dit, non, mais attendez, vous exagérez. Donc il fallait réfléchir aussi à ma propre haine. Alors Winnicott, il dit la haine dans le contre-transfert. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire un sacré travail sur ça, parce que c'est vrai que sinon, on pourrait répondre en miroir face à la haine qu'elle peut décharger. Donc, je suis intéressée par la question, oui, de leur récit, de leur discours, en me disant, mais alors, réfléchissons d'où ça vient, ces paroles. Hein. Mélanie, qui revenait du parloir avec sa mère, toutes les semaines, sa mère lui disait, à l'extérieur, tout le monde dit que tu es un monstre. Et ce que je voyais de Mélanie, au bout de 2 ans de suivi, c'est qu'elle s'effondrait littéralement. Et physiquement, elle se laissait aller. Les infirmières du SMPR me disaient combien elle était même sale. Elle articulait difficilement, alors qu'en séance, non, pas du tout. Elle parlait très clairement. C'était assez surprenant d'ailleurs. Et j'étais vraiment impuissante face à cette mère qui venait lui dire toutes les semaines, en fait, tu es un monstre, ma fille. Et donc cette jeune femme n'arrivait pas à se détacher dans son idéal. Ce serait que cette mère, elle voulait son amour, elle voulait être reconnue par sa mère, et donc elle ne pouvait pas laisser chuter l'idéalisation maternelle. C'est pour ça que j'ai fait vraiment une problématique que je propose dans mon livre, c'est vraiment à défaut de ce fantasme matricide structurant, eh bien, la perversion va avoir lieu dans le crime, mais donc les actes vont vraiment nous dire quelque chose de la haine qui au début était adressée à la mère, mais vont se déplacer sur un autre. Et souvent, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi, comme dans l'histoire de l'appât, de cette jeune femme qui va servir d'appât. Là, la victime est un homme, mais il va être, il va être mis en position vraiment féminine pour le coup, humilié, mis à terre. Enfin, il y a vraiment cette posture d'humiliation qui est très très présente aussi dans la perversion. Je vous ai posé la question du père. Eh oui. Le père, il apparaissait parfois, mais toujours de façon disqualifiée. Et je me suis rendu compte aussi, la jeune adolescente, qu'elle reprenait le discours de la mère. Elle s'était mise en position de sauver sa mère, qui était victime de violences du père.
Et en fait, ça masquait la haine du père, masquait la haine qu'elle avait envers sa mère, qui n'avait pas su la protéger. Et ce père, il était complètement inconsistant pour elle. Et il y a le cas aussi de Barbara, hein, où le père était un père aussi incestueux. Donc ce n'est pas un père oedipien, pour le coup, qui aurait pu permettre à ses filles de sortir du ravage aliénant à leur mère. Donc ça, c'est un autre point que j'ai beaucoup aussi travaillé, c'est la question du ravage, hein, que Lacan a nommé pour décrire la relation mère-fille, hein, mais dans son côté intense et passionnel. Hein, et comment aussi l'homme ravage, hein, ne vient que répéter le lien d'hostilité à la mère. Il ne disparaît pas. Ces femmes partaient souvent très jeunes de la maison familiale. Elles trouvaient un homme qui venait en fait remplacer, entre guillemets, cette mère qui était terrible. Hein. Et je cite d'ailleurs un des cas qui est connu, le fait divers effectivement de Michel Martin avec Marc Dutroux, qui fait la rencontre de Marc Dutroux alors qu'elle a une petite vingtaine d'années, qui n'avait jamais eu d'homme dans sa vie auparavant. Elle vivait en vase clos avec sa mère. Sa mère, d'ailleurs, lui reprochait la mort du père. Et elle avait jusqu'à 18 ans, elle partageait une même vie avec sa mère. Elle faisait vraiment couple avec sa mère. Et elle décrit qu'il lui avait fallu beaucoup de violence pour quitter sa mère, pour aller rejoindre Marc Dutroux. Parce qu'elle mettait vraiment en symétrie ces deux relations, celle avec sa mère et celle avec Marc Dutroux. Donc je trouvais que ce lien d'assujettissement, en tout cas aliénant à la mère, se répétait, se rejouait, hein, dans le choix de l'homme aimé. Hein. Donc beaucoup de ces femmes avaient effectivement trouvé un homme avec qui elles agissaient leur perversion. Mais et la question que je me suis posée, justement avec cet homme, c'est si vous avez pu éclairer ça, c'est qu'est-ce qui se passe chez ces femmes au moment de la naissance de leur propre enfant. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Ah, là, il y a quelque chose. Il y a une question. Pour donner l'exemple de Barbara, elle disait que c'était vraiment sa fille préférée. C'était déroutant. Elle espérait beaucoup de cette fille. Et en fait, ça va être l'objet de sa haine. À la fois idéalisée, très aimée, mais l'envers, c'était vraiment la haine terrible envers cette fille, qui sans doute, c'était un double d'elle-même insupportable à reconnaître. Vous aviez parlé Parce qu'avec son compagnon et le viol de sa fille, elle rejoue finalement l'inceste de sa mère vis-à-vis d'elle. Oui, et puis il y a aussi comment, ça vous avez cité, hein, les sœurs Papin, le Caïmé, hein, comment effectivement elle ne frappe que des images. Hein, on peut se poser la question, ces images, qui elles sont, hein, une image idéalisée. Je parle beaucoup aussi de la question du complexe fraternel. Hein, vous aviez invité il y a quelque temps Catherine Muller sur le complexe fraternel, et c'est vrai que ça c'est intéressant aussi de voir combien la victime n'est que le représentant ou le substitut. Par exemple, ça peut être une sœur aînée, enviée, idéalisée, mais qui est jalousée, et cette jalousie est souvent très réprimée. Ça, c'est le cas aussi de Marie Bonaparte, qui parle du cas de Madame Lefebvre, hein, qui tue sa bru. Et en fait, il y avait à l'origine, en tout cas, une jalousie qui a été fortement réprimée envers la petite sœur. Donc voilà, la question du complexe fraternel dans le crime, hein, Lacan en a également beaucoup parlé. Hein, que c'est aussi, voilà, que ça peut être aussi à l'origine du passage à l'acte criminel. Oui, mais est-ce qu'on est encore dans la perversion? Pour ce cas-là, non. Le cas aimé, non, évidemment. Pour les cas que je présente, c'est pour ça que je n'en fais pas des vérités absolues. Voilà, qui je serais pour dire, voilà, une certitude. Par contre, toutes ces femmes, hein, dans les entretiens,
mettait à mal avec, j'allais dire, une position tout à fait perverse, hein, puisque comme je disais, hein, le défi, évidemment, c'est de cette façon, hein, de nous rendre complices, de nous déstabiliser, hein, aussi. Tout ça faisait qu'il y avait dans leur discours quelque chose qui relève de la perversion. Mais parfois, c'est très compliqué parce que j'en fais part, hein, où on peut se poser la question psychose ou perversion. Ça aussi, c'est Claude Ballier, hein, qui en parle. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas des enjeux d'effondrement, hein, derrière, et que la perversion permettrait de... Oui, protège, tout à fait. Ouais. L'effondrement. Alors, pour certaines, c'était, par exemple pour Mélanie, c'était plus pour faire un enfant, pour faire plaisir à sa mère aussi. Il y avait cette question de faire un enfant pour la mère. Pas forcément un désir d'enfant, non. Plutôt d'être aussi aimé. Voilà, ça, il y avait cette question, je voudrais être aimée, donc un enfant à moi. Voilà. Et après, l'enfant n'est jamais un sujet à part entière. La question de l'altérité, effectivement, il est... Non, merci. C'est important peut-être de définir effectivement la perversion. Alors moi, je me réfère, bon, effectivement, mes références, c'est Lacan essentiellement. Mais il y a aussi le texte de Pierra Olagnier, hein, qui parle de la perversion féminine, hein, qui date de 1967, remarque sur la féminité et ses avatars. Et je trouve qu'il est très précieux pour nous questionner sur la perversion chez la femme. Parce que je comprends, hein, Claude Ballier a conceptualisé le terme de recours à l'acte, hein, à propos des viols, mais des viols qui aboutissent au meurtre. Hein. Et il dit bien qu'effectivement, c'est pour survivre à un effondrement. Hein. C'est une survie psychique face à un effondrement. Voilà. Il se trouve qu'actuellement, j'ai un jeune adolescent qui a, première fois qu'il fait un passage à l'acte, il s'agit d'un viol et tentative de meurtre. Un jeune homme qui, pour le coup, n'est pas dans la perversion, mais sans doute qu'il y a des risques de psychose pour lui. Alors, quand on reçoit un patient psychotique et un patient pervers, dans le transfert, c'est pas du tout les mêmes effets qui se jouent. J'ai essayé vraiment de le montrer, parce que je pense que c'est vrai, sinon on va se représenter l'inceste. Peut-être, ça c'était une question, hein, effectivement, la première dont j'ai parlé, Mélanie, est-ce qu'il n'y avait pas des risques d'effondrement psychotique, hein. Le fait aussi qu'il y ait, comme ça, ces transformations aussi physiques, hein, qu'elle avait pris énormément de poids, enfin. Mais la question de la perversion n'a pas les mêmes enjeux. La question de la haine aussi dans la perversion, hein, le fait d'attaquer l'altérité de l'autre, de l'humilier, hein, ça j'en ai pas parlé, mais la question de l'humiliation, ça c'est vraiment dans la perversion, hein. Et Mélanie, bon, je ne décrivais pas tout parce que voilà, étaler voilà, plus, mais il y avait l'enfant était filmé et ces films étaient mis sur des réseaux pour des pédocriminels. Hein. Donc vous voyez qu'on n'est pas ici dans la psychose. C'est pas impossible que cette jeune femme un jour, voilà, je m'étais même posé la question qu'elle se suicide un jour en détention, tellement elle allait mal. Hein. Par contre, la question de la perversion, pour moi, elle se pose ici beaucoup plus que dans la psychose. Hein. Toutes ces femmes ont été reconnues responsables, hein, puisque depuis, elles ont toutes été condamnées, elles ont pris entre certaines 20 ans, d'autres 30, donc il n'y a pas eu d'altération de leur discernement. Hein, donc on peut évacuer la question de la psychose pour elles. Voilà. Mais pour certaines, je pense que ce qui est quand même important de réfléchir, c'est ce qui se joue aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans leur discours et les effets qu'elles cherchent à faire sur vous. C'est-à-dire, Lacan parle effectivement, par exemple, le masochiste, il cherche à angoisser l'autre. Ah ben ça, c'est typique de ce qui peut arriver pendant les entretiens. Vous n'en sortez pas indemne parce que vous êtes parfois très angoissé. Et là, c'est la question de la perversion.
Mais Claude Ballier, effectivement, il dit aussi, je ne sais plus dans un de ses livres, si c'est Psychanalyse des comportements sexuels violents, oui, je crois que c'est celui-là, où il dit que l'inceste, c'est la perversion par excellence. Donc, on peut retenir aussi qu'il parle de l'inceste aussi dans le registre de la perversion. Voilà. Et pour distinguer avec la psychose, le rapport à la mère est ici très discriminant. On n'a pas du tout le même rapport à l'imago maternel dans la psychose. Tout à fait. Et puis, on parlait justement des sœurs Papin, par exemple. Là, on est vraiment dans un crime paranoïaque. Le complexe, par contre, c'est vrai que le complexe maternel est aussi le noyau, nous dit Freud, de la genèse de la paranoïa chez la femme. Donc, on peut avoir la question du complexe maternel, avec ces idées, par exemple, ces angoisses d'être tuée, d'être empoisonnée par la mère. Et puis, effectivement, qu'il y a un déclenchement dans la paranoïa féminine. Dans le premier cas, Mélanie, par exemple, les passages à l'acte incestueux, en fait, avaient commencé avant qu'elle rencontre son nouveau compagnon. Voilà. Donc, au début, elle va me cacher cette partie-là. Oui. Il se trouvait que donc, le psychologue qui travaillait aussi à la maison d'arrêt des hommes rencontrait le compagnon et disait que c'était bien elle l'instigatrice. Donc il y avait quand même, elle avait une posture quand même très active, mais alors j'entends ce que vous dites, le pervers, il cherche effectivement un complice, il faut un autre pour agir son scénario. C'est comme ça qu'il jouit d'ailleurs. S'il n'y a pas un autre, s'il n'y a pas un témoin, c'est pas très intéressant pour lui finalement. Il faut qu'il y ait un autre. En revanche, c'est différent pour ces femmes-là. Quand je parlais de leur complicité, c'était pour montrer que la passivité n'est pas que du côté de l'inertie, qu'elles se servaient de cette passivité pour en fait mieux dérober la jouissance de leur compagnon. Donc voilà. Et donc là, elles étaient complices, mais c'est pas la complice, j'allais dire, comme moi en entretien, où j'étais assez chosifiée aussi, en me disant bon, va falloir que je dise quelque chose. J'en parle notamment avec Hélène, qui a un eczéma purulent au niveau de son sexe et qui va me dire non, j'ai mal, mais j'irai pas voir le médecin. Et en fait, j'étais vraiment à ce moment-là dans le transfert. Mis à la place de cette mère qui l'avait abandonnée et qui était très indifférente à son sort. Et là, je me dis, bon, il faut peut-être nommer quelque chose et dire, non, là vous devez aller voir le médecin. Je ne peux pas rester à vous entendre continuer à être dans cette maltraitance, dans ce... Voilà, c'est ça. Et je vais pas me taire comme vous avez pu imaginer que votre mère, elle a été cruelle par son indifférence. Elle reconnaissait souvent avoir été forcée par leurs compagnons. Donc elles se retrouvaient, donc moi je les recevais au moment, la plupart, avant leur jugement. Donc effectivement c'est la présomption d'innocence, mais plutôt le questionnement de se dire, il n'y a pas du tout de culpabilité quand même. Parce que quelqu'un qui, j'allais dire, de lambda, qui par des coups, maltraite leur enfant, et puis l'enfant meurt, n'importe quel parent pourrait dire qu'il s'en veut, qu'ils sont coupables. Là, ce n'était pas le cas de Sarah. Tout était rejeté sur le compagnon. Elle n'était responsable de rien. Et dès qu'on abordait la question, pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt, il y avait des signes d'alerte. Elle était aveuglée, disait-elle, vraiment aveuglée par cet homme, par l'amour qu'elle lui portait, et elle se déresponsabilisait entièrement. Et la plupart, c'était ça. Quand je parle aussi d'Hélène, où à la fin, je raconte sa fille, une des filles victimes de l'inceste, donc c'est commis en réunion avec son mari, et d'autres hommes aussi qui faisaient venir pour violer leur enfant. Quand sa fille, devenue adulte, souhaite la revoir, elle s'inquiète. Elle dit, mais pourquoi elle veut me revoir? Si c'est pour m'accuser à nouveau, pas question. Voilà. Il y a une froideur dans ce qu'elle dit, c'est quand même qui vraiment
voilà, dépasse, j'allais dire, la compréhension. Hein. Et pour autant, on avait quand même fait un cheminement parce que c'est une femme qui a eu une relation avec une de ses codétenues, une relation amoureuse. Et l'enjeu a été aussi qu'elle sorte de cette relation très masochistique avec elle, hein, puisqu'elle vraiment elle se faisait sadiser par sa nouvelle compagne. Et c'était plus ça l'enjeu, puisqu'elle était sortie en libération conditionnelle. Voilà. Elle n'allait pas recommencer certainement des actes de violence sexuelle, voilà, sur des enfants. On ne sait rien, mais bon, on pouvait imaginer. Et par contre, dans ses relations futures, voilà, elle se faisait maltraiter régulièrement. Hein, et donc le travail était plutôt situé là. Mais par contre, et vous en parliez, c'est vrai qu'il n'y a pas de demande. Alors moi, je suis un peu vraiment particulière. Des fois, je m'interroge pourquoi je fais ce métier, parce que je travaille qu'avec des personnes qui n'ont pas de demande. Voilà. Comment elles arrivent à vous? Voilà. Voilà. Ou est-ce qu'on leur impose? Alors, en détention, il n'y a pas ce qu'on appelle l'obligation de soins. Oui. Ah, très bien. Elles viennent, ou les hommes viennent. Alors, premier, voilà, ça peut être un temps, voilà, un espace. Elles peuvent être incitées par ce qu'on appelle les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Ça peut être la famille. On leur dit que ça peut jouer pour leur dossier d'aménagement de peine. Donc, il y a toujours un biais. Hein. Pas en détention. C'est quand ils vont sortir. Donc moi, j'ai travaillé dans un CRIAF, donc Centre ressources pour intervenir auprès d'auteurs de violences sexuelles. Ça a été créé à une époque où justement il y avait les soins pénalement ordonnés, pour dire qu'il n'y a pas que le traitement pénal, mais qu'il faut aussi réfléchir au traitement, mais voilà, thérapeutique de ces personnes. Hein. Parce que souvent on dit, bah oui, ces personnes elles ressortent, elles récidivent. Mais est-ce qu'on s'inquiète de se dire, mais qu'est-ce qu'elles ont vécu en détention? On les enferme? Non. Ces femmes, je les voyais toutes les semaines. Ouais. La plupart, franchement, elles venaient très assidues. Après, il y avait des ruptures parce que soit le jugement avait eu lieu et elles ne voulaient plus entendre parler de qui que ce soit. On va dire que là, elles n'étaient plus du tout accessibles. Et quand elles sortent de détention, bah, quand il y a une obligation de soins, hein, elles doivent aller justifier auprès du service pénitentiaire d'insertion de probation et après devant aussi le juge d'application des peines. Elles ont des obligations et effectivement elles sont, moi je le dis pour la jeune femme que j'appelle Manon dans le livre, elle venait mais c'était vraiment acte de présence, hein. Il ne s'est rien passé avec elle, hein. C'est terrible à dire, mais il y a beaucoup plus d'échecs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le suivi socio-judiciaire, où il y a une injonction de soins. Donc là, il y a un médecin coordonnateur qui fait le lien avec le juge d'application des peines. Il n'est pas le thérapeute, hein, mais il est tenu de voir un rythme, voilà, je dis n'importe quoi, mais 3-4 fois dans l'année. Il fait un rapport au juge d'application des peines. Il peut se mettre en lien avec voilà, le médecin qui suit en thérapie. Voilà. Il y a des consultations aussi spécialisées pour auteurs de violences sexuelles. Il y en a une à Paris qui est ancienne. Le nombre est très limité, hein, de places parce qu'il y a très peu de consultations spécialisées. Il y en a une à Sainte-Anne, hein, voilà, il y a le psychiatre qui est responsable du CRIAF Île-de-France, le docteur Albardier, qui donc consulte les personnes soumises à des obligations de soins. J'ai longtemps aussi échangé avec Gérard Bonnet, qui a beaucoup écrit sur la perversion, qui avait fait un livre sur le remords. Et je vous invite, il y a pas longtemps, il a été interviewé dans Carnet Psy. Et je trouve que c'est admirable parce que franchement, il croit en son travail. Et il faut vraiment l'écouter pour se dire que, évidemment, ces personnes ne sont pas toujours accessibles aux soins, mais ça arrive qu'il y a une accroche et que vraiment le travail puisse se mener. Et je pense que quand on continue à travailler dans ce milieu-là, c'est parce que voilà, on pense qu'il est utile et qu'il y a un sens à notre travail. Alors, précisément, il y a beaucoup d'échecs, mais il y a quelques réussites. Oui. Si vous nous parliez d'une réussite. Écoutez, le cas de Barbara a été quand même assez spectaculaire
comment elle s'est détachée progressivement. Hein. Donc c'est une femme qui a une cinquantaine d'années, qui est vraiment dans une famille incestueuse sur plusieurs générations. Moi, à chaque fois, je me disais, mais c'est de la folie, c'est pas possible. Le père couchait avec son mari, ses frères couchaient avec ses enfants à elle. Enfin, il y avait de l'inceste à tout niveau. Et en fait, un jour, ça paraît un petit détail, mais pas du tout. Elle me dit qu'elle a le même avocat que tous les autres membres de la famille qui sont mis en examen. Et ça va être l'enjeu d'un sacré travail pour qu'elle accepte d'avoir son avocat à elle, parce qu'en fait, elle ne pouvait pas aller contre la parole du père, qui disait faut pas qu'elle raconte ça, faut qu'elle taise ça. Et en fait, ça allait lui retomber dessus. Donc elle s'est dit non, mais je ne vais pas rester là-dedans. Et le vrai travail s'est mené à partir du moment où il y a eu, dans la réalité, elle a choisi un avocat rien que pour elle. Et là, elle a pu commencer à dire vraiment je veux, voilà. Et elle pouvait attaquer pendant les séances. Alors, j'ai choisi de parler de ces femmes-là, mais j'en ai reçu d'autres où effectivement elles ne sont pas dans le registre de la perversion, évidemment. Hein, c'est des cas plutôt restreints, mais c'est pas parce qu'il y en a peu qu'il ne faut pas du tout s'intéresser à cette question-là. Hein. Donc la question de la jouissance, oui, je le décris, c'est qu'effectivement il y a quand même une démonstration de voir l'autre rabaissé, anéanti. Oui, il y a de la jouissance. Hein. Mais sous couvert qu'elles sont utilisées, instrumentalisées par un autre. Voilà. Voilà. Ça, c'est Jean Clavreuil qui dit ça, que l'amour sert d'alibi. C'est un alibi. Hein. Je suis amoureuse. Je questionne ça au tout début du livre où il y a eu beaucoup de recherches en sociologie sur la question des femmes qui seraient criminelles par amour. Donc, c'est un alibi. C'est un prétexte à dire que voilà, ça masque quand même leur jouissance. Alors, je reprendrai votre question concernant le bien et le mal. Souvent, ces femmes légitimaient leurs actes au nom du bien. Oui, mais là, elles vont... c'est ça aussi dans la perversion, c'est que c'est souvent au nom d'une loi. Hein. Voilà, donc là, je veux dire, au nom du bien, au nom de l'image de la bonne mère, je vais soutenir ma fille et assister au viol. Vous voyez la logique de la phrase. Hein. Donc, au nom... d'une image idéalisée qu'elle s'imagine, vraiment, de la mère, elles vont commettre le pire. Hein. L'indifférence, c'est aussi la forme primaire de la haine, dit Freud. Donc, on peut se poser la question où est le conflit à ce moment-là, quand elles sont complètement détachées, ou elles ont besoin de nous faire éprouver. D'ailleurs, ça se remarque dans des cas d'exhibitionnistes, et que ça soit la honte, l'angoisse, elles en passent par nous, que ce soit la victime ou le clinicien, pour nous faire éprouver quelque chose qu'elles peut-être n'ont pas accès. Et un effet de s'approprier c'est ça. Quelque chose à quoi elles n'ont pas accès. Oui. Mais la question des affects est vraiment au cœur du travail, en règle générale, chez les auteurs de violences sexuelles. C'est vraiment une difficulté à reconnaître, à nommer, à identifier les affects déjà en soi. Et donc, c'est aussi cette impossibilité de pouvoir les identifier chez l'autre. Des exemples, je le dis peut-être pas comme ça dans le livre, mais quand Sarah, en fait, je ne le décris pas pour pas aller trop loin dans l'exposition des faits, mais effectivement, sa mère lui disait qu'elle en avait assez d'elle et qu'un jour ou l'autre, elle allait l'étouffer, quoi. Bon, elle ne l'a jamais fait, mais c'est quand même le passage à l'acte s'est déroulé un peu comme ça, quoi. Donc, vous voyez comment dans le réel, c'est quand même saisissant, d'effroi, que finalement, et elle n'en avait pas forcément conscience quand elle en parlait. C'est que cette phrase de sa mère qu'elle voulait, oh c'est rien, elle me mettait quelques claques, elle disait qu'elle allait m'étouffer à force que je fasse des bêtises. Et en fait, la question de l'étouffement,
Voilà, c'est quand même... il a vraiment eu lieu au nom, voilà, au nom de la mère et de ce sacrifice, hein, Jean-Jacques en parlait, hein, de la question du sacrifice, que ce soit de soi ou d'un autre, mais qui se joue bien pour cette figure maternelle qui appelle, j'allais dire, au crime. C'est attaquer aussi la mère, pas directement, puisqu'elle reste intouchable. Hein, donc la mère réelle, elle est pas, voilà, elle reste indemne. Par contre, elle est attaquée par la question effectivement de l'enfant qui l'a fait mère. Hein, et c'est ce lien-là qui vient effectivement nous dire quelque chose de son conflit à elle avec sa propre mère. Je ne les ai pas rencontrés, oui, mais sauf une fois où en détention j'ai reçu un courrier d'une des mères de Mélanie qui m'envoie un courrier. Je ne lui ai pas répondu. C'était un courrier qui se voulait être très, j'allais dire, soutenant pour sa fille, hein, sous couvert de bonnes intentions, je le décris. Mais en fait, c'était vraiment très destructeur pour sa fille. Hein, alors je vous rappelle, elle voulait, elle l'a traitée de monstre, sans dire que c'était elle qui l'a traitée de monstre. Et puis surtout, elle voulait qu'elle soit reconnue handicapée. Donc, et ça, vraiment, sa fille, après, elle avait tout sur le visage. Hein, elle était vraiment très affectée. C'est pour ça que la question des affects m'a beaucoup intéressée, hein, comment aussi à travers la question de la langue, hein, comment on est affecté par la langue de la mère aussi, ou que ce soit de façon très positive, mais là de façon aussi très traumatique pour ces jeunes femmes. Et cette mère, oui, elle est sans doute qu'elle voulait se faire passer pour une bonne mère. Voilà, elle écrivait à la psychologue de sa fille pour peut-être pour m'aider aussi, j'en sais rien. Donc, mais je lui ai pas répondu. C'est elle qui m'a dit, ma mère vous a dit, je lui ai dit oui, on fait. Voilà. On en est resté là avec ça. Ouais. C'est vrai que alors déjà, il est très difficile d'aborder parfois leur histoire infantile, très très compliquée. On en est parfois sur le quotidien et ça va mettre du temps pour aborder. Voilà, donc ce que je peux apprendre sur leur histoire, effectivement, c'est soit pour certaines, il n'y a pas eu de père, il n'y a pas eu le père, n'a pas pu avoir aussi sa place parce qu'il a été éjecté de la. Voilà, c'est aussi une réalité. Hein. Bien souvent, c'est une loi, mais c'est une loi de la famille, du clan, tout à fait, hein, un peu comme dans la mafia, mais c'est pas la loi, effectivement, qui va protéger. Et alors, c'est pour ça que, à un moment donné, je parle de la perversion transitoire à l'adolescence, hein, parce que, effectivement, ces jeunes filles, elles vont pas être dans la perversion forcément plus tard. Elles sont dans ce passage où effectivement la question de nous interpeller, hein, du côté de la loi, ça peut être justement un levier pour travailler avec elles. Hein. Si on arrive à travailler autour de ce que nous, par notre parole, de ce qu'on arrive à nommer, hein, je le dis bien souvent, la nomination est importante dans ces cures, nommer c'est important, et pour ces filles que je recevais, hein, ces jeunes femmes et ces adolescentes aussi, oui, peut-être elles sont dans un appel à la loi, mais pour le coup, qui serait une loi protectrice. Voilà. J'avais été très touchée par une jeune femme qui était assistante maternelle, c'était une histoire d'un bébé secoué, mais avec des séquelles terribles. Une femme qui était très très déprimée et qui s'était de plus en plus isolée. Et elle avait raconté que les pleurs de l'enfant qu'elle gardait devenaient tellement insupportables. Et alors, pour le coup, vraiment dans la culpabilité, elle l'avait secouée. Évidemment, elle va être condamnée. Hein, elle est responsable des conséquences pour cet enfant. Mais c'était assez terrible parce qu'on entendait qu'elle avait été dans une détresse et elle n'avait jamais
elle ne savait pas vers qui se retourner. Hein. Donc elle était enfermée dans cette détresse et l'enfant présent, elle aurait pu le balancer par la fenêtre, elle disait. J'aurais pu faire ça aussi, j'aurais pu le jeter. C'était insupportable. Dans ces cas-là, c'était vraiment un objet de jouissance. Hein. L'enfant est souvent inclus dans les jeux sexuels. Voilà. Là, on n'est pas dans le même registre, j'imagine. J'ai pas vu l'émission, mais... non. Ouais. C'est quoi le prochain livre? Je ne sais pas encore. Il m'a pris du temps, celui-ci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.